quand un ado de 15 ans, il va jouer avec un enfant trisomique, et il arrive à créer un lien avec lui, il arrive à le respecter, il arrive à jouer avec lui, voir que essentiellement, lui et l'enfant différent, ils sont la même chose. Et bien cet ado, pour la vie, il sait traiter la différence, il sait respecter la différence. Et il y a un monsieur qui était là avec son fils, trentaine d'années, et il a dit moi je voudrais dire quelque chose. Monsieur Bronfman, il se souvient pas de moi, mais moi je me souviens de lui. Et ce qu'il m'a appris quand j'étais volontaire Bayahad, il dit ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Si aujourd'hui je suis chef d'entreprise, et si aujourd'hui je fais ça, et si j'ai pu me marier, j'ai pu construire ce que je construis, c'est parce que j'étais volontaire Bayahad, parce que j'ai appris à m'occuper de quelqu'un, parce que j'ai appris à gérer les différences des gens, parce que j'ai appris à être tolérant, parce que j'ai appris à être patient, parce que je me suis construit comme un homme. Bienvenue à l'émission de podcast Boulevard du judaïsme, le carrefour où les idées et les histoires se rencontrent. Vous y retrouverez des récits inspirants et des dialogues profonds qui célèbrent le judaïsme dans toute sa diversité. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le président de l'association Bayahad, Friendship Circle International, le cercle d'amitié. Bonjour Monsieur Lévi Vasquez-Bronfman. Et bien, aujourd'hui, on est là pour parler de l'association Bayahad, de son parcours, de son lancement, de ce que c'est aujourd'hui. Mais avant tout ça, j'aime bien, dans chacun de mes épisodes, creuser un petit peu dans la vie personnelle de la personne qui a lancé le projet, parce que on sait bien qu'un projet, ça n'est jamais ce que c'est aujourd'hui. Il y a tout un passé, et souvent l'association, les différents projets et objectifs suivent la personnalité aussi de son fondateur. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience jusqu'à Bayahad? Je suis né au Chili il y a 68 ans, Amérique du Sud. Ma famille, originellement, elle vient d'Ukraine et de Moldavie, d'où viennent les grands-parents. Mes parents sont nés au Chili, et avec, comme beaucoup d'autres jeunes de l'époque, c'était des progressistes, pour savoir ce que c'était l'Amérique du Sud dans les années 50 et les années 60. Et mes parents étaient des militants révolutionnaires en Amérique du Sud, dans les années 70. J'étais élevé dans ce milieu-là. Et puis, j'ai dû quitter mon pays à l'âge de 17 ans. Il y a eu un coup d'État et on a dû fuir. Avec tout ce que ça représente, on peut s'imaginer ce que c'est qu'un coup d'État, la fuite, les réfugiés. Je suis arrivé en France début 1974 en tant que réfugié. Et voilà, je suis un réfugié en France. J'ai pris la nationalité française. Je suis ici, voilà, depuis 50 et quelques années. J'ai fait passer mon bac ici. J'ai pris une petite année à m'habituer quand même à ce que c'était le lycée en France et à bien apprendre le français. J'ai passé un bac littéraire. J'ai fait des études de sociologie. Je ne trouvais rien d'autre qui m'intéressait à l'époque. En étudiant la sociologie, finalement, à un moment donné, j'ai arrêté ça. J'ai travaillé en informatique. J'ai fait des études d'informatique. J'ai travaillé en informatique pendant plus de 20 ans. J'ai fait un master aussi au CNAM, en organisation et management. Voilà, sacré CV. Très long CV, Baruch Hashem. Vous grandissez donc au Chili. Et en France, c'est une jeunesse en France. C'est à partir de 17 ans en France. D'accord. J'étais assez isolé dans mon coin. J'avais surtout un milieu d'exilés et de réfugiés sud-américains. Comment c'est venu après tout ça? En fait, dans les années 70, fin des années 70, début des 80, c'est un peu, je dirais, l'échec de toutes les idéologies. Et donc, on se pose des questions. Toutes les idéologies, on va dire, progressistes, qui avaient des idées de comment transformer le monde, parce que le monde était... Vous êtes jeunes, vous êtes des gens du XXIe siècle, vous ne savez pas ce que c'était le milieu du XXe siècle. Le niveau d'injustice et de dictature qui existait dans le monde, pas simplement en Russie et en Europe de l'Est, en Amérique du Sud. Comment c'était la vie en Europe aussi à l'époque. Donc, il y avait une lutte idéologique. Il y avait les deux mondes, hein, le monde de l'Est et le monde de l'Ouest, chacun avec ses tyrans, avec ses difficultés. Et puis, à un moment donné, tout ça s'est effondré. Idéologiquement, les idées qu'il y avait de changer le monde, on a vu à quoi ça se... Comment dirais-je?
où est-ce que ça pouvait finir? Ça pouvait finir en dictature encore pire que ce qu'on voulait combattre. Et donc, je suis arrivé à un moment donné à me poser beaucoup de questions, une remise en cause totale. J'avais une recherche spirituelle, je dirais. Je cherchais tout seul, de mon côté. Je lisais. Je connaissais pas grand monde, donc je m'intéressais, je lisais. J'allais dans les librairies et j'achetais des bouquins. Et puis, j'ai trouvé des livres sur le judaïsme. J'ai dit, mais moi, je suis juif, je devrais connaître tout ça. Et donc, je me rappelle d'aller à la FNAC et d'acheter tout ce que je trouvais. Mais j'ai lu tout ce que je trouvais, hein. C'est-à-dire j'ai lu le Chumash, j'ai lu, j'appelle une édition du Zohar, je lisais tout ce que je trouvais. Et un jour, je suis tombé sur quelqu'un qui donnait des cours d'hébreu. J'ai dit, c'est vrai, je devrais apprendre l'hébreu. Je suis juif, je devrais connaître l'hébreu. Et ce monsieur m'a dit, OK, première leçon, l'Aleph Bet. Donc il m'a expliqué la lettre Aleph. Et pendant 3 heures, je veux qu'il m'explique l'Aleph Bet. Il m'a fait un cours sur le Aleph. C'est-à-dire, en fait, il m'a expliqué, d'un point de vue spirituel, de la Chassidoute et de la Kabbale, quel est le sens de la lettre Aleph, pourquoi la lettre Aleph, pourquoi elle découle du Yud, pourquoi, etc. Et ça m'a, au bout de 3 heures, une lettre. Ça m'a... Et en fait, cette approche qui allait directement, intensément, au fond des choses, au fond de la racine des choses, j'ai complètement accroché à ça. D'accord? C'était un Chabad, c'était un Lubavitch. Et j'ai appris avec lui à lire et la profondeur tout de suite. Et après, j'ai connu un Shalom Halimi qui était Shaliach à Fontenay-sous-Bois. Et je passais Shabbat. J'allais passer les Shabbats chez lui. Je disais que j'allais faire Shabbat et je ne pouvais pas faire Shabbat tout seul, d'aller chez lui. Et là-bas, à Fontenay-sous-Bois, on m'a présenté une jeune femme, Déborah, qui est devenue mon épouse. Et c'est elle aussi qui a fait le déclenchement de tout ce qui a suivi par la suite. Voilà comment je suis devenu... comment je suis revenu au judaïsme, à la tradition et à ces niveaux de spiritualité, on va dire. C'est ça. Du coup, vous êtes ingénieur, si j'ai bien compris. Oui, en quelque sorte. Oui. J'ai un master en management et en organisation. D'accord. Et comment on passe d'ingénieur en organisation à l'association Beyachad? Comment est-ce que ça s'est développé? Beyachad? Eh bien, moi, dans les années... Peut-être avant, excusez-moi. Oui. Peut-être qu'avant, c'est important de préciser. Donc, avant de rentrer dans les détails, Beyachad, aujourd'hui, c'est une association qui s'occupe d'enfants... Beyachad, c'est une association qui s'occupe, on va dire, d'enfants handicapés, des enfants différents, ce que l'on appelle communément les enfants handicapés. D'accord? Comment est-ce qu'on s'occupe de ça? Simplement, on crée du lien social. C'est une association qui a pour objet, pour but, l'inclusion sociale et communautaire des enfants différents. Les enfants différents se trouvent, le plus souvent, ils ne vont pas à l'école, ne peuvent pas aller à l'école, ou quelques heures, ils vont chez un médecin, chez un thérapeute, chez un physiologiste, chez un psy, chez la mère, elle est chez elle, les médecins, etc. Et ils ne sont pas inclus dans la société, dans le monde avec les autres enfants. Ils n'ont pas de copains. Ils sont invités chez personne, ils vont chez personne. Et ça tend à exclure l'enfant, et même, je dirais, les parents et toute la famille du groupe social, parce que les autres frères et sœurs, quand il y en a, ils n'osent pas trop inviter des copains et des copines à la maison, parce que l'autre petit frère ou grande sœur, elle est un peu bizarre, et les parents non plus n'invitent pas grand monde pour aller, ou ils ne sont pas invités, parce qu'il faut aller avec le petit ou pas, c'est compliqué. Donc la famille, elle est un peu ostracisée, elle est un peu exclue, petit à petit. Donc le travail de notre association, c'est d'inclure cette famille et l'enfant socialement, complètement. De quelle façon? En créant des liens d'amitié. Nous, on en voit, par exemple, entre autres choses, des adolescents qui veulent être copains avec l'enfant différent, et être vraiment copains, être vraiment amis avec lui, aller jouer chez lui, etc., etc., etc. Alors, comment c'est venu tout ça? Après avoir travaillé en informatique, avec mon épouse, on a commencé à travailler dans un organisme, à diriger un organisme d'aide à domicile pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Et au bout de quelques années, quand on faisait ça, Rav Shmuel Asimov m'a fait appeler, et m'a dit « Regarde, il y a quelque chose aux États-Unis qui s'appelle The Friendship Circle, le cercle d'amitié, qui s'occupe d'enfants handicapés.
ce serait bien de faire ça en France aussi. Mais je ne sais pas comment il faut faire ça. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'il faut que j'envoie une personne qui va aller visiter les enfants ou des thérapeutes? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche ça? Donc moi j'ai pris ça comme une mission un peu de consulting. C'est-à-dire... un one-shot. Non, one-shot, on dit, c'est un expert, tu es un organisateur, explique-moi comment on organise cette chose-là. Donc j'ai regardé, je me suis renseigné, j'ai regardé toute l'info que je trouvais. J'ai même été aux États-Unis où ça fonctionnait à Detroit. J'ai vu le fonctionnement. Dans le Michigan, c'est ça? C'est dans Détroit. D'accord. D'accord. Et oui, le siège central, le plus grand centre de l'époque, il y a 20 ans presque. Et donc j'ai créé un rapport. Vraiment un rapport d'organisation, un truc de 4 pages, voilà. J'ai dit, Ravasimo, vous voulez faire ça, il faut faire comme ça. Nous avons quelqu'un qui dirige, une personne qui s'occupe des familles des mamans, qui est capable de faire le contact avec les familles, et puis 2 jeunes qui vont s'occuper de gérer des jeunes volontaires des écoles et créer l'animation. Et voilà à peu près comment ça doit fonctionner, quel type de réunion, etc., etc. Et je lui ai apporté ça, il a lu, il a regardé, il m'a dit, très bien, il m'a donné le papier, vas-y. J'ai dit, vas-y quoi? Fais-le. Moi, j'étais, pourquoi moi? Il m'a dit, avec son accent à lui, tu as trouvé la solution. C'est à toi. Je suis sorti de là, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, voilà que je dois faire un truc avec les enfants handicapés. Comment je vais faire? Je connais personne, moi. Comment? J'ai appelé ma femme, j'ai dit, tu sais pas la bêtise que j'ai faite, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Comment on va faire ça? Elle a rigolé, elle m'a dit, ok, on va appeler. Et elle connaissait, par relation, 2 familles qui avaient des enfants différents. Et on a commencé comme ça, on a été les voir. Moi, je me rappelle, le choc pour moi, la première fois qu'on a été voir ces familles, de rencontrer les mères et les familles, la détresse, la solitude, la détresse dans laquelle ils étaient, la solitude, le désemparé, les challenges qu'ils avaient devant eux. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez développer? Qu'est-ce que ça représente pour une maman, pour des parents? Alors, est-ce que je pourrais avoir l'outrecuidance de parler à la place d'une maman d'enfant? Mais je vais expliquer au moins ce que moi j'ai cru voir, ou ce que moi j'ai vu. Eh bien, une maman, déjà un couple, quand il y a un enfant différent qui arrive, il y a un des parents qui arrive de travailler parce qu'il faut s'occuper de lui. Déjà, il y a un seul salaire qui arrive. Déjà, économiquement, c'est une catastrophe, alors qu'en France, ce système est fait pour avoir 2 salaires dans une maison. Là, il n'y en a plus qu'un seul. Il y a un des parents qui s'occupe d'un enfant, majoritairement de celui qui est le plus petit, le plus fragile. Donc, les autres enfants, si on a déjà dans la famille, ils sont un peu délaissés, obligatoirement. Il y a avec un gros ressentiment aussi qui se crée par rapport à l'autre enfant qui est favorisé tout en étant handicapé, on va dire. Comment est-ce que la position de ses frères et sœurs par rapport à lui est déjà compliquée. Il y a un parent qui se trouve dédié à ça, la mère, désemparée, qui se trouve son rôle de mère et de femme mis de côté, elle devient presque que l'infirmière de l'enfant. Et tous les projets qu'avait le couple quand ils ont commencé, ils sont par terre. On avait des projets de créer ci et ça, c'est fini. On va faire autre chose. Juste pour comprendre une chose, quand on parle d'enfants handicapés, vous mettez dans le même terme, vous mettez aussi les enfants trisomiques, autistes. Autistes, trisomiques, qui sont en fauteuil roulant, qui sont un handicap physique, moteur. D'accord. Du moment que l'enfant ne peut pas devenir autonome, je dirais, c'est ça. Parce qu'à la rigueur, un enfant qui peut avoir... Et c'est très spécial, parce qu'un enfant qui a un handicap physique, il peut peut-être à un moment donné devenir autonome, et avoir un travail, et vivre, et mener une vie, et même se marier, etc. Mais un enfant qui est autiste, un enfant qui est trisomique, un enfant qui a un retard psychomoteur, c'est pratiquement impossible, ou c'est très rare. Aujourd'hui, on arrive. Hein. Il y a quelques mois, on a fait le mariage d'une jeune fille trisomique de Beyachad, d'accord, qui a 20 ans. Donc, en Israël aussi, on fait des mariages. On peut, c'est quelque chose mais qui est nouveau. Quand je dis nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis 5 ans. Je ne sais pas si on faisait ça avant, d'accord, dans le monde. Donc, cette détresse, cet impact pour les familles,
Il faut voir qu'il y a 20 ans, c'est pas comme aujourd'hui. Il y a 18 ans, quand nous on a commencé Beyachad, c'était pas comme aujourd'hui. D'accord, la mentalité, le monde n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Les jeunes n'y voient pas les différences, mais elles sont profondes. Je vais vous donner un exemple. Quand nous on a commencé, on allait dans les familles, il n'y avait jamais le père. Jamais. Il y avait que la maman avec l'enfant. Et pour faire les frères et sœurs. Jamais le père. 5 ans, jamais j'ai vu un papa. Et puis tout d'un coup, on a été voir une famille, il y avait le papa qui était là. Et puis le deuxième, il était là. Et ça s'est passé quoi? En 6 mois, tout d'un coup, les papas sont apparus. Quelque chose a changé dans la mentalité du pays. Et aujourd'hui, les papas sont là, je veux dire, sont les premiers. Même avant la maman, c'est lui qui est là. Il y a quelque chose qui, dans le rôle de père, qu'aujourd'hui, c'est acceptable ou c'est socialement vivable pour un père d'être celui qui apporte que de la tendresse. Parce qu'un enfant handicapé, souvent, on va dire, on va pas lui apporter, je veux pas lui accompagner ses études de médecine ou je veux pas en construire. Il va devenir ingénieur, il va pas être, etc. Ou le remettre en place, ou faire des réprimandes. Voilà, ce chemin qu'on fait pour un enfant, on le construit. Lui, on va lui apporter que de l'amour. Donc le papa, le rôle du papa, c'est voilà, je suis que tendresse, je suis pas autre chose, je suis pas normatif. C'est pas évident, et pour les parents, je veux dire, éduqués au XXe siècle, c'était pas évident. Peut-être que ceux qui sont étudiés à partir... C'est une question générationnelle aussi, je pense aussi. D'accord? Et qui a changé beaucoup de choses. Et on cachait beaucoup les enfants avant, les enfants différents. D'accord? Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un, un rabbin, et un grand rabbin, qui m'a discuté beaucoup avec lui un jour. Et après, vous discutez de plein de choses et tout, il m'a dit, si moi j'avais eu Beyachad quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, ma vie aurait été autre chose. Il dit, moi j'ai une sœur qui est handicapée. Et il n'y avait rien pour elle. Elle a été exclue, elle est exclue du monde. D'accord? Elle est exclue de notre famille, elle est exclue de tout. Et ma vision du monde, ma vision de ma famille, tout aurait été changé. D'accord? Aujourd'hui, le travail que fait Beyachad, c'est d'inclure, de donner aux familles, aux frères et sœurs, aux parents, pas seulement le sentiment, mais la conscience et la réalité qu'ils font partie de quelque chose. Ils sont avec nous, comme nous. Ils font partie du même peuple, ils sont la même chose que nous. On est ensemble. Beyachad s'appelle Beyachad, qui en hébreu veut dire ensemble. Notre but, c'est montrer que nous sommes une seule chose. Nous sommes une seule humanité, nous sommes un seul peuple, nous sommes ensemble, malgré toutes nos différences. Comment ça se traduit un peu plus concrètement? Ça veut dire que comment ça s'organise? Comment on fait cet accompagnement? Vous dites qu'il y a des volontaires, des adolescents qui vont visiter les enfants. Il y a plusieurs pôles. Il y a plusieurs axes de travail, on va dire, de Beyachad, d'accord? Il y a un axe de travail envers les enfants et les adolescents. Il y a un axe de travail envers les familles, les mamans et les familles. Il y a un axe de travail globalement sociétal, communautaire, vers l'ensemble de la communauté juive. Pour les enfants, notre travail, c'est de les inclure dans la communauté. Que les enfants sachent qu'ils sont avec nous. Que la famille aussi sache qu'ils sont avec nous, qu'ils sont des copains. Donc nous, alors comment ça va se dérouler? Les familles nous appellent, parce qu'ils sont au courant qu'on existe, ils nous contactent, on va voir la famille, on rend visite. On voit l'enfant, on voit la famille, on voit le quartier, comment ils sont culturellement, quel type de famille, etc., etc., etc. Et nous, on recrute de l'autre côté, on recrute dans nos réseaux scolaires, on recrute des volontaires, des adolescents. Moi, je vais par exemple dans les écoles et je présente le projet Beyachad et dis voilà, qui c'est qui veut passer son dimanche à accompagner un enfant trisomique jouer au foot. C'est quoi le pitch? Comment on convainc un adolescent de 15-16 ans? Un adolescent de faire ça? C'est pas si compliqué. Les filles, c'est pas le même discours pour les filles que pour les garçons. Pour les filles, le care, le prendre soin de l'autre, naturel. C'est très valorisant. Être gentil, être bon avec un enfant fragile, ça fait partie des pulsions naturelles et c'est valorisant pour une fille de faire. Pour un garçon, c'est pas évident. Le garçon, il veut être gentil. Il a ça donc profondément dans lui. Mais après, il y a la question de comment je justifie ça avec tout le monde que je suis un gentil garçon et pas d'accord. Et pas un bonhomme. Et pas un bonhomme, pas un mec, d'accord. Donc, nous, on leur dit. Moi, quand je commence... À cet âge-là, déjà? 14 ans, 15 ans, bien sûr. Moi, je dis... Bon, je vais vendre la mèche de comment je recrute, mais comment je dis? Je dis, c'est pas pour les gentils garçons. Ça, il faut être un homme. Parce que là, on va voir la vie en face telle qu'elle est.
D'accord? C'est pas pour faire gentil, il faut être un vrai homme ici. D'accord? Je veux des gars qui aient le courage d'affronter le monde. Parce que vous avez un enfant fragile, il faut s'occuper de lui. Il ne faut pas juste profiter du truc et s'amuser comme un bébé, il faut assumer le truc. D'accord? Ok, il y a des enfants qui sont là, je leur dis aux ados, et c'est ça, quand je suis en classe, ça fait 18 ans que je fais ça, mais à chaque fois, je trouve ça époustouflant, magique. Je vais dans une classe et je dis, voilà, il y a des garçons qui sont comme vous, mais qui n'ont aucun copain. Ils sont différents parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils n'ont aucun copain. Personne ne les appelle, personne ne les invite, personne ne leur passe un coup de fil. Ils ne vont jamais au foot avec les copains, ils ne vont jamais jouer à la console avec les copains, et rien. Ils sont laissés pour compte parce qu'ils sont trop bizarres. Moi, je recrute des gars comme vous, qui sont volontaires, pour dire, celui-là, je ne veux pas qu'il soit tout seul, je veux être son copain à moi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont le courage de dire, moi, je vais être le copain? Et là, il y a des mains qui se lèvent. Et là, tu vois les yeux qui brillent, tu vois. Il y a 40, il y a 50 garçons. Tous, ils ont le regard qui s'allume. Pourquoi? Parce que cette injustice qui est un gamin comme eux, qui n'a pas de copain, il ne la supporte pas. Ils ne supportent pas ça. Ils disent non, c'est pas possible. Ça, j'accepte pas. C'est-à-dire, on m'a posé la question souvent, mais comment vous faites pour motiver? Il n'y a même pas à chercher les motiver. Ils sont motivés. Ils sont tous. Il n'y a pas un garçon qui va dire moi, je m'en fous de ce qu'il est handicapé, c'est mon problème, je ne me regarde pas. Personne. Personne. Tout le monde voudrait. Le problème après, c'est est-ce que j'ai arrivé? Est-ce que je suis au niveau? Est-ce que je ne vais pas rater mon bac si je me passe des heures à m'occuper? Donc, après, il y a toutes les autres barrières pour dire je voudrais le faire, mais peut-être, d'accord, il y a des petites freins. Donc, nous, le travail, c'est leur expliquer que ces freins, ça ne vaut rien du tout. D'accord? Et ça marche. Regarde, depuis 18 ans que je fais ça, tous les ans, on va dans les écoles, tous les ans, on recrute 50 garçons, 60 filles. Ah oui. Tous les ans. Et les gars, et tous les ans, génération, les garçons qui sont aujourd'hui volontaires, ils n'étaient pas nés quand on a démarré. Oui. Ah ouais. D'accord? Donc c'est une autre génération. Et le regard, il brille quand même. Tu leur parles, ils brillent quand même, ils sont là, ça s'allume tout de suite. Ils disent, ouais, moi je veux. Et ça, c'est magique. C'est-à-dire, franchement, on a une jeunesse c'est génial. Ils sont géniaux, ces garçons et ces filles. Et après, on les voit. Et c'est quoi le discours pour les filles, alors? C'est pas moi qui vais recruter les filles, mais c'est votre épouse, alors, qui... Ouais, c'est ma femme mais là, elle a été... la semaine dernière, elle a été au lycée de Saratora, et elle a parlé 76 filles. 76. Qui disent, moi, je veux être. C'est incroyable. Mais tu dis à un ado de 15 ans, ton dimanche, au lieu de regarder la télé et de faire la boutique avec une copine, tu vas prendre une fille autiste et tu vas essayer de l'amuser? Tu veux ou pas? Elle dit, ouais, je veux. Je préfère ça que jouer toute seule, que de m'amuser avec une copine. Magnifique. C'est magnifique. Il y a quelque chose qui est exceptionnel. D'accord? Et voilà. C'est pour moi, ça, pour moi, rien que voir ça et voir ces jeunes qu'on a fait, par exemple, tous les ans, quand on démarre l'année, en automne, on fait ce qu'on appelle le kick-off, on fait la journée de lancement, on prend tous les volontaires, on les amène dans ça. On fait un paintball, on fait une formation, on leur explique qu'est-ce que c'est que le handicap, comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on joue, comment est-ce qu'on communique avec un enfant différent, on fait des jeux de rôle, etc. D'accord? Et je vois ces 50 filles. Mais c'est génial. Je suis là, je regarde, je dis, mais c'est une merveille. Je vois ces 50 garçons, ils sont géniaux. Après coup, qu'est-ce qu'elles disent? Qu'est-ce que les volontaires ils disent en fin d'année, ou je sais pas, après 3 ans après avoir été volontaire pendant quelques temps, quel retour vous avez sur l'expérience? Voilà. Il y a pas longtemps, j'étais à une réunion et il y avait beaucoup de gens qui parlaient, c'était dans une synagogue, etc. Et il y a un monsieur qui était là avec son fils, trentaine d'années, et il a dit moi je voudrais dire quelque chose. Monsieur Brofman, il se souvient pas de moi, mais moi je me souviens de lui. Et ce qu'il m'a appris quand j'étais volontaire Bayachad, il dit, ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Si aujourd'hui je suis chef d'entreprise à 30 ans,
Et si aujourd'hui je fais ça, et si je n'ai pu me marier, j'ai pu construire ce que je construis, c'est parce que j'étais volontaire Bayachad, parce que j'ai appris à m'occuper de quelqu'un, parce que j'ai appris à gérer les différences des gens, parce que j'ai appris à être tolérant, parce que j'ai appris à être patient, parce que je suis construit comme un homme. Voilà, j'ai dit. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les volontaires, quand ils ont 15 ans, ils sortent de là, ils se disent, mais nous, on s'amuse plus que l'enfant différent quand on joue avec eux. Parce que, en fait, si on veut, l'enfant différent, l'enfant handicapé, il ne peut pas tricher. Il ne peut pas avoir de deuxième degré ou de troisième degré. Il ne joue pas de rôle. Il n'a pas les outils pour jouer un rôle. Il est lui-même. Il est vrai. D'accord? Donc, quand on est en face de lui, si on n'est pas vrai, si on n'est pas sincère, profondément, on n'est pas soi-même, l'enfant, il ne vous calcule même pas. Il ne vous regarde pas. Il ne joue pas. Il ne s'intéresse pas à vous. Donc, on est obligé d'être vrai, parce que lui, il est complètement vrai, il est transparent. On est obligé d'être transparent. On ne joue plus de rôle, on n'est plus le fils de quelqu'un, le copain de quelqu'un, le rabbin, on n'est rien. On n'est pas le chef, on n'est pas le beau gosse, on n'est pas élégant, on n'est pas la jolie fille, on n'est personne. On est vrai. Mon âme et son âme face à face. Et c'est un moment de vérité et d'une liberté totale. C'est-à-dire qu'on est vraiment libre de tous les rôles qu'on joue. On est en face de quelqu'un et il n'y a que lui et moi. Et c'est un moment magique, en fait. Donc, il y a pas longtemps, il y a 15 jours, on a eu une fête, le pizza bar des garçons. On fait pizza bar, c'est une fête dans laquelle on fait des pizzas. Tout le monde, les volontaires et les enfants, ils font des pizzas, d'accord, et on s'amuse, etc. Avec un DJ, c'est une très, très jolie fête. Tout le monde joue ensemble, etc. Et j'avais réussi à faire inviter des gens, des ados de Hashomer Hatzaya, qui est une association, on va dire laïque, très progressiste, sioniste, etc. Pas du tout religieux. Et ils étaient là avec nous, et au début, c'était un peu bloqué, quoi, parce que on arrive dans un truc comme ça, c'est une communauté, les gens ils jouent ensemble, et tout d'un coup ils se sont mis à jouer, à faire la pizza, à rigoler avec les enfants différents. Et il a dit, il y avait une centaine de personnes à la fin dans ce truc. Ils ont dit, on s'amuse, on ne sait même pas qui est handicapé, qui n'est pas handicapé, on s'amuse, c'est juste ça se passe. C'est un moment où on ne parle pas bien, il ne réfléchit pas bien, il ne sait pas bouger, mais on s'en fout, tout le monde se moque, on est ensemble. C'est ça qui est très fort dans le truc que fait Bayachad. Donc, maintenant, la question, c'était comment ça se déroule le recrutement. Le recrutement. Donc, la première chose, c'est que les familles viennent à nous. Nous, on va recruter des élèves. On va dans les écoles en début d'année. On recrute. Après, on continue à chercher parce que des fois, il y a une nouvelle famille qui arrive à des quartiers où il n'y a pas beaucoup, etc. Bon, il faut trouver des... Les gens vous appellent. Nous appellent, voilà. Ma sœur m'a dit qu'il y avait, mon rabbin m'a dit qu'il y avait telle chose, etc. Est-ce que ça existe? Bien sûr, je l'explique. J'ai dit, on va aller vous rendre visite. On va chez la famille. Vous rendez personnellement oui, chaque moi famille. ou mon épouse, d'accord, ma femme. Et elle va voir les familles et elle voit comment ils sont, quelle est la famille, est-ce qu'il y a des frères, des sœurs, est-ce que c'est une famille monoparentale ou pas, etc. Comment ils sont, d'accord? Comment est l'enfant? Est-ce qu'il a 8 ans, petit, fragile, ou est-ce qu'il a 15 ans, il fait 1m88 et 110 kilos? Parce qu'on ne va pas envoyer les mêmes volontaires. Où ils habitent, s'ils sont à Créteil, on ne va pas envoyer quelqu'un de Sarcelles, d'accord, etc. Okay, c'est toute l'Île-de-France, en fait. C'est Île-de-France. Nous, c'est Île-de-France. Il y a un autre Bayachad, une branche, on va dire, qui n'est pas une branche, indépendante à Marseille aussi, qui est complètement indépendante de nous. D'accord? Nous, on est ici, Île-de-France, région parisienne. Donc, nous, on crée des liens d'amitié, on crée des copains. Donc, les copains, ça habite tout près, ça se visite, il y a quelque chose en commun. C'est pas, on n'en voit pas. J'ai toujours ce discours, attention, on n'est pas une sorte de service communautaire qui envoie quelqu'un s'occuper de l'enfant. Non, on n'est pas un service. Nous, on crée des liens d'amitié. On dit aux parents, on va trouver des copains pour votre enfant. Et à partir de là, vous recevrez des copains de l'enfant. Nous, on va préparer ces jeunes à être copains avec votre fils. Ils vont savoir comment jouer, quoi faire, comment en faire, etc. D'accord? Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et leurs responsabilités. Et on leur donnera les outils de bien jouer avec votre enfant. Mais vous recevez des copains. Ce n'est pas des babysitters, ce n'est pas des éducateurs, ce n'est pas des extensions de papa et maman. C'est des copains. On crée le lien d'amitié. Qu'est-ce qu'on fait quand un enfant, parce que on brasse large, on a des enfants handicapés qui sont handicapés moteurs, et puis on a des fois des enfants qui sont, je sais pas moi, pas forcément sourds, muets, etc. Mais il y a des enfants qui sont, ça m'est arrivé de voir des enfants qui ont
aucun moyen de communiquer. Et on envoie des volontaires même pour... Oui, tout à fait. Comment ça se passe? Je veux dire, c'est une question d'adulte. Nous, on se pose des questions, mais comment je fais? C'est comme, comment dire... C'est-à-dire quoi, c'est une question d'adulte? Ils communiquent tous. Une fois, on a une histoire comme ça, il y avait des volontaires qui étaient partis d'une fille qui était autiste, qui réagissait presque pas. Ils allaient jouer avec elle, ils faisaient des activités, des trucs, des machins, etc. Et les filles, elles se demandaient, mais il fait rien. À un moment donné, elles ont dit, on est écœurés, on est découragés, on va pas y aller, il se passe rien. Et donc, on a appelé les parents, elle m'a dit, mais non, l'autre fille, elle adore, elle s'éclate, elle joue, elle nous dit après, elle nous fait comprendre, etc. Donc, en fait, après, il y avait le lien qu'on n'avait pas créé, mais on crée le lien. Je donne un exemple. Imaginons qu'il y a des cousins qui viennent de pays différents, d'accord? Voilà. On découvre que j'ai des cousins allemands ou russes ou chinois, d'accord? Qui ne parlent pas la même langue, pas la même culture, pas rien. On se retrouve, ils ont 2 enfants, ils se retrouvent ensemble. Vous croyez qu'ils vont communiquer? Vous croyez qu'ils vont jouer ensemble? Ils vont jouer ensemble. Ils vont trouver, ils ne parlent pas la même... Bien sûr qu'ils vont se débrouiller. Les laissez-les tranquilles pendant des minutes, vous allez voir si vous ne retournez pas la chambre en l'air, ils savent tant que jouer ensemble. D'accord? C'est pareil, les enfants, quoi, handicap, pas handicap, ils vont jouer ensemble, hein, ils vont s'amuser. Hein, d'accord? Et ça apporte un enfant différent. Bien entendu, l'enfant, il a 8-9 ans, on lui envoyait des volontaires qui ont 15-16 ans, qui sont plus grands, plus compétents que lui. C'est très valorisant pour l'enfant. C'est une petite fille de 9 ans qui est trisomique, qui reçoit 2 grandes filles de 16 ans, jolies, etc. C'est très valorisant pour elle d'avoir des copines plus âgées qui viennent jouer avec elle. Ça lui donne beaucoup de confiance en elle. Ça lui donne beaucoup de valeur à elle. D'accord? Par exemple, il faut donner, comme m'a dit quelqu'un, il faut narciser l'enfant différent. Lui donner le goût de lui-même, lui donner confiance en lui-même et lui donner la valeur de ce qu'il est lui-même. C'est très important pour nous. Par exemple, quand on fait la fête des filles, on fait une fête avec un défilé de mode où on les habille, on les maquille, elles sont maquillées avec des professionnels, coiffées, habillées comme des stars. Après, il y a un DJ, la lumière. Elles défilent sur tapis rouge avec les mamans, tout le monde qui applaudit et la musique. C'est Miss Beyachad. Miss Beyachad, c'est Miss Beyachad. Et c'est elles qui sont les reines, ce sont les stars. Et on leur montre et on leur dit, t'es une star. Mets-toi dans la tête que t'es belle, que t'es magnifique, t'es parfaite. D'accord? Et confiance en toi. Peu importe la différence que t'as, t'es une star. Et pour les garçons, c'est pareil. On fait le tournoi de foot où on fait des équipes mixtes enfants avec les volontaires. Handicapés, pas handicapés, on s'en moque. On joue ensemble. Après, qui c'est qui a marqué plus de buts? C'est secondaire. D'accord? Tout le monde a une médaille, tout le monde gagne, on mange des pizzas et on a passé un super moment ensemble. Quel lien, puisque Beyachad est une branche du mouvement Lubavitch, le Chabad, quel lien vous voyez entre le message du Rabbi, le message de la Chassidoute, avec Beyachad? Amechad. Un seul peuple. On dit un seul peuple. Le Rabbi de Lubavitch disait... L'unité? L'unité? Non, c'est... Vous savez, il y a un truc qui pour moi, profondément, c'est, il y a pas de catégorie de juifs. D'accord? Il n'y a pas les juifs séfarades, les juifs ashkénazes, les juifs chassidiques, les religieux, les pas religieux, les de gauche, de droite, il n'y a pas ça n'existe pas. Il y a un seul truc. D'accord? L'humanité, c'est pareil. Il n'y a pas humanité si ça. Il y a une seule humanité. Une seule. Le concept, c'est, aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel on essaie de dire, il n'y a pas de différence, on va faire tous pareil. Mais ce n'est pas vrai. D'accord? Même quand on dit homme, femme, couleur de peau, culture. Non, c'est tout pareil. Même, on dirait presque qu'on va effacer les différences physiologiques. Non. Les gens, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils ne veulent pas respecter la différence. Il est différent. D'accord? Un homme, une femme, c'est différent. C'est physiquement, hormonalement, psychiquement, tout différent. Il faut respecter. Il ne faut pas croire que la différence est inférieure ou supérieure parce qu'on a une différence. Un enfant différent, quand un ado de 15 ans, il va jouer avec un enfant trisomique. Et il arrive à créer un lien avec lui. Il arrive à le respecter. Il arrive à jouer avec lui. À le voir l'importance qu'il a à avoir, que essentiellement, lui et l'enfant différent, ils sont la même chose. Et bien cet ado, pour la vie, il sait traiter la différence. Il sait respecter la différence. Et on est tous, et le truc, c'est pas on est tous pareils. On est tous différents, mais on est tous ensemble. D'accord? Et c'est ça le message pour moi. Et je vais dire, si j'ai une phrase, c'est
quand Moïse il a été voir Pharaon, il lui a dit, nous voudrions aller prier dans le désert pour notre Dieu. À un moment donné, Pharaon, quelques plaies, il a dit, vous pouvez y aller, mais que les hommes. Ok, les anciens, les femmes, les enfants restent ici. Il reste derrière. Et Moïse lui a dit, non, on y va tous ou personne. D'accord? Maintenant, nous, aujourd'hui, on sait que Mashiach, il arrive. Le Messie, il arrive. On va aller l'accueillir. Mais on va aller tous ensemble. Il n'y a personne qui va rester sur le bord du chemin parce qu'il est différent, parce qu'il est bizarre, parce qu'il est truc. On est tous ensemble. C'est pour ça que nous, on ne s'appelle pas Bechesed, c'est pas mouvement de gentillesse. On s'appelle ensemble. C'est ça le message qu'on a. Je crois que vous vous êtes fait piquer le nom, je crois. Non, on l'a prêté. Ensemble. Ah, vous l'avez prêté. Ça me rappelle une anecdote. Je crois que c'était, je sais plus, c'était le maire de New York. En tout cas, un responsable politique qui est venu voir le rabbi. Il y avait à l'époque en anglais, ils appellent ça riots, des émeutes. Il y a eu des agressions, bref, dans les années 90, fin des années 80. Ouais. Et puis il y a un responsable politique qui vient voir le rabbi, qui est d'ailleurs afro-américain, et qui lui dit il faut que ça se calme, et il faut que ça se calme des deux côtés. Ouais. Et le rabbi lui dit, il n'y a pas deux côtés. Donc, pour expliquer un petit peu le contexte, on a le quartier de Crown Heights à Brooklyn, juste à côté, il y a le quartier plutôt noir, etc. Et donc, il y a eu un peu de problèmes entre les communautés. Et le rabbi lui dit, it's one people under one God. C'est un peuple en dessous un Dieu. Une seule humanité devra se... Je veux passer un petit peu à l'accompagnement des parents. Parce qu'on a beaucoup parlé des volontaires. On a parlé des enfants. L'autre aspect, effectivement. Donc, le deuxième axe de travail, c'est l'inclusion des familles. D'accord? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la famille, le couple, les parents, ils se prennent un coup terrible dans la figure, derrière la tête, quand il y a un enfant différent qui arrive. Le couple avait un projet de vie, il y avait un monde. D'accord, on allait aller à Venise, habiter dans un monde merveilleux, et créer ceci, et créer cela. Et puis tout d'un coup, on se trouve à Amsterdam, il pleut, les gens ne parlent pas italien, c'est pas le charme, et tout d'un coup, c'est autre chose, c'est le monde. Je savais pas que c'était à Venise, le monde. D'accord, voilà, non, c'est une seule histoire, c'est une histoire que j'ai entendue un jour d'un parent. Voilà, 2 minutes, c'est un parent qui raconte qu'est-ce que c'est. Et il dit, voilà, c'est l'histoire d'un couple qui se marie. Et le lendemain du mariage, ils savent ils vont aller habiter à Venise. Ils ont déjà réservé leur maison à Venise. Ils sont à Venise. Ils ont commencé à apprendre l'italien. Ils veulent habiter là-bas. C'est magnifique et tout. Et ils se marient. Ils prennent le train de nuit pour aller à Venise. Et ils débarquent de la gare le lendemain matin. Et personne ne parle italien. Ils ne comprennent pas. Les gens parlent une autre langue. Qu'est-ce que c'est? Il fait froid. Venise, c'est pas froid, c'est le printemps. C'est quoi? Je ne comprends pas, c'est pas joli, il pleut, il fait nuageux. Et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et c'est gris, quoi. C'est des petites maisons, c'est pas Venise, c'est pas Charbon. Ils sont pas d'accord, donc ils disent non, on s'est trompé, là, il y a un problème. Nous, on veut aller à Venise, on ne sait pas où on est. Et finalement, ils finissent à comprendre qu'ils ne sont pas à Venise, ils sont à Amsterdam. Ils disent, on ne veut pas à Amsterdam, on veut Venise, on ne veut pas être ici. On veut partir. Non, et finalement, là, il passe 1 jour, 2 jours, 3 jours, finalement. Et non, il n'y a pas. Vous n'irez pas à Venise. Vous allez être à Amsterdam. Et vous habiterez jamais Venise. Vous n'irez jamais à Venise. Vous allez être à Amsterdam toute votre vie. D'accord? Voilà, avoir un enfant différent, c'est ça. Tu crois que tu vas faire ça? Puis d'un coup, tu te rends compte que non. C'est où notre vie? Et qu'ici, ouais, il fait froid, il fait gris, il pleut. C'est pas Venise. Maintenant, le parent, il a raconté cette histoire, elle est terrible, hein? Il a dit, mais à Amsterdam, il y a aussi des canaux. Et des fois, il fait beau. Il y a des fleurs, il y a des choses vachement sympas aussi à Amsterdam. C'est très joli, finalement. Et on peut faire une vie magnifique aussi à Amsterdam. D'accord? Maintenant, l'histoire, on peut la prendre comme ça. Elle peut être triste, elle peut être dure. Mais il faut voir, voilà, si c'est une image, qu'est-ce que vit un couple? C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on vit? Nous, ce qu'on voit déjà, quand on s'occupe des familles, on s'occupe de la mère. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe de la mère, on s'occupe de toute la famille, en réalité. La mère, c'est le socle, le cœur et le fond de la maison. D'accord? Et c'est elle qui assume l'enfant,
question de La tout le charge reste. mentale, elle est... Et là, toute la charge, elle est là. Pour le père aussi. Le père, c'est plus difficile. Les pères, ils ouvrent moins leurs sentiments. Donc, on a un groupe de mamans, déjà, qui communiquent avec les outils d'aujourd'hui. D'accord ? Et ce groupe de mamans, elle organise des voyages. Tous les ans, les mamans, elles partent. Vous êtes parti à Rome, là, je crois. Et là, Ouais. moi, non, j'y vais pas parce que les hommes sont exclus. C'est sans les hommes. Ah bon, D'accord ? c'est C'est ça. très important. Tellement moderne. C'est que les femmes. Et elles partent à Rome 2 jours, à Amsterdam 2 jours, à Londres, à New York, à Barcelone. Et comme dit ma femme, et vous mettez des talons. Et on est des femmes, on n'est pas les infirmières des enfants. On fait sans les enfants et on ne parle pas des enfants. On va juste être entre nous. D'accord ? C'est, encore une fois, on va dire, narciser les gens, leur donner une valeur d'eux-mêmes. Et remettre la femme au centre de sa vie, lui redonner son rôle de femme, pas simplement d'infirmière d'un enfant différent, et son rôle d'épouse, et femme pour elle-même, femme. D'accord ? Et sa féminité, j'ai envie de dire, si je peux me permettre ce mot, tu vois. Voilà, t'es quelqu'un. T'es pas simplement celle qui s'occupe de l'enfant différent. Et t'as d'autres enfants aussi, souvent. Et donc, ce travail-là, après, c'est de travailler avec les papas, c'est autre chose, c'est différent, mais redynamiser dans la famille, essayer de donner aussi aux frères et sœurs, on essaie de créer des ateliers aussi pour la fratrie, c'est un autre truc un peu plus à part, parce que c'est avec des professionnels qu'on peut faire des choses comme ça. Mais voilà, le travail avec les familles, il passe par là. D'accord ? D'autre part, il y a ce groupe de mamans, qui est ce qu'on appelle le cercle des mamans, qui est en fait un centre de ressources. Je dirais que c'est le centre de ressources d'information le plus important sur le handicap en France. C'est-à-dire qu'il y a 150 mamans là-dedans qui ont eu tous les types d'enfants, qui affrontaient tous les challenges et qui les ont résolus. C'est-à-dire que quand un enfant différent il arrive, la mère elle est toute seule. Il n'y a personne dans la famille qui a un enfant trisomique, qui a un enfant, ils ne savent pas. Et puis les gens ils s'éloignent un peu. C'est terrible, mais ils s'éloignent un peu. Les proches, la famille. Les proches, la famille, ils ne savent pas trop comment l'aborder, qu'est-ce qui se passe. La mère, elles sont toutes seules. Il pleure pas, il a mal aux dents, il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue pas, comment il est? Qui m'enseignait? Il faut que je fasse un dossier pour la MDPH, la Maison des enfants handicapés. Je ne sais pas, elle est paumée. Et puis ses sentiments sont confus par rapport à l'enfant, par rapport à ses parents, par rapport aux autres enfants. Et là, tout d'un coup, tu as d'autres mamans. Il y en a une qui a vécu ce qu'elle a vécu. On a une. Il y en a 15 qui ont vécu ce qu'elle a vécu. Il y a 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans. Qui vont lui dire non, ma chérie, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Prends ça comme si tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'un conseil. Vous avez un exemple concret? Oui, une fois, je me rappelle, au tout début, il y avait une mère qui avait dit dans le groupe je ne sais pas quoi faire, j'ai un enfant qui a 9 ans, il est autiste, et il faut que je l'emmène chez le dentiste, il a des caries, c'est terrible, mais j'arrive pas à l'asseoir. En plus, il ne peut pas s'asseoir, rester assis dans le truc dentiste, les anesthésies ne marchent pas, je ne sais pas, je peux pas, je ne sais pas quoi faire, je suis désespéré. Puis il y a un moment qui lui dit écoute, moi j'ai un enfant autiste et je suis dentiste. Et je sais exactement comment il faut faire, donc viens chez moi, c'est tout. D'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on ne peut pas s'imaginer ce que c'est pour une maman. Par exemple, une maman, elle dit mais je ne sais pas quoi faire, il faut que je l'amène chez le docteur. Quel docteur? Il y a un maman qui l'appelle écoute-moi, tel hôpital, c'est pas le bon docteur, c'est tel hôpital, et tu vas appeler telle femme qui est une copine à moi, c'est la secrétaire, elle va te trouver le rendez-vous tout de suite, et donne-moi le dossier, je te le remplis, je t'explique comment il faut faire. C'est un réseau d'entraide, en fait. C'est un réseau d'entraide et de ressources, ils connaissent tout. Ils connaissent tout. D'accord? Où trouver les aides, où trouver les subventions, où trouver les aides d'État, comment remplir les dossiers, quel docteur aller voir, quel docteur ne pas aller voir, tout. D'accord? Et quand il y en a une qui n'a pas le moral, les autres, ils la prennent en charge. Viens chez nous, on va au restaurant, on sort, on fait des trucs. Et ça, c'est super important. Quand les femmes, elles se retrouvent entre elles connaissent. On a un regard, on se comprend. On n'a pas besoin d'expliquer, on n'a pas besoin de justifier, on n'a pas besoin de dire. D'accord? Ok, comment va ton fils? On est entre nous, on se parle, c'est tout. Voilà, ça c'est pour les familles. Et le troisième axe, pour moi, qui est important, je dirais, c'est envers tout le monde, envers toute la communauté. C'est faire comprendre à tout le monde que nous sommes une seule chose, qu'il n'y a pas de différence. Je dirais, c'est comme les héros, quoi. D'accord? Les gens qui s'occupent des enfants différents, ouais. Nous, on n'est pas une communauté qui abandonne les siens. Une communauté, on s'occupe des enfants différents. Et on est fiers. Une fois, il y a quelques années,
il y a un groupe Facebook d'Ashkenaz, il y avait quelqu'un qui avait mis un message en disant « J'étais au restaurant dans le Marais et j'ai vu 2 garçons avec des blousons qui sont floqués Beyachad, avec un enfant trisomique et qui s'amusait avec lui, ils lui ont offert une pizza, ils l'ont emmené manger. Ils étaient tous à notre table, il a dit le monsieur, admiratif de ces garçons qui passaient leur dimanche à sortir avec un enfant handicapé. Et voilà, on les a trouvés super, quoi. Je suis fier, il avait ce poste-là. Et 1 heure après, je reçois un appel d'un volontaire qui me dit on a été au restaurant, etc. Et qu'on a voulu payer avec un monsieur qui avait déjà payé pour nous le restaurant. D'accord ? Incroyable. Donc, c'est-à-dire ce message qui passe, que les gens y voient. D'accord ? Moi, quand je recrutais, par exemple, une fois j'étais dans une école, et le professeur qui était là, le directeur, il a dit oui, mais écoutez, peut-être que c'est gênant si on va sortir le dimanche avec un enfant trisomique dans la rue et que les copains ils vont nous voir, on peut être gênés. D'accord ? Alors je dis c'est vrai, si vous allez être gêné, m'appelez pas. D'accord ? Vous n'êtes pas volontaire. Mais si quand vous êtes un enfant et vous croisez les copains et que vous êtes fier de sortir vous avec l'enfant différent, alors vous m'appelez. Là, vous pouvez l'être. D'accord ? Et ça, ce côté, ouais, moi, je suis capable de le faire. Moi, je peux le faire. Moi, j'ai le courage. Moi, j'ai les tripes pour faire ça. Et passer ce message à tout le monde. Vous savez, quand les gens... Une maman d'enfant me disait, quand je sors avec mon fils dans la rue, à Paris, tous les commerçants viennent voir mon fils. Tous les commerçants du quartier connaissent mon fils. Moi, ils me disent pas bonjour. Hein, mais mon fils, elle sort du magasin, les commerçants pour dire bonjour à mon fils qui est trisomique. Ils l'adorent. Parce qu'en fait, l'enfant différent, comme il est ce qu'il est, il triche pas. Il est vrai. D'accord ? Eh bien, on est vrai avec lui. Et il nous pousse tous. En fait, l'enfant différent, il fait sortir le meilleur de nous. Il met en évidence le meilleur de ce qu'on a. C'est pour ça qu'on aime. Et c'est très fort, c'est très puissant comme lien. Et ça fait sortir le mieux, d'accord, de chacun. Quelle est votre plus grande difficulté dans ce que vous faites ? C'est quoi le moment où vous vous êtes dit... Ça, c'est une grosse question, je dirais, parce que quelle difficulté ? Quand on a démarré, c'était le choc pour moi, c'était comment je vais faire face à cette détresse. De voir ces familles, les difficultés des familles. Et même aujourd'hui, j'en pense, j'ai le nœud un peu dans la gorge. Comment moi, je peux faire quelque chose ? Comment moi, je peux apporter quelque chose ? D'accord ? Ça, c'était la difficulté pour moi, c'est de passer ça. C'était tellement grand, tellement... Voir ces gens avec un courage. Franchement, les mères des enfants, c'est des personnes admirables, mais admirables à tout point de vue. C'est des géants. On va voir comment ces gens, comment ils font face à tout, comment ils ont le sourire, comment ils ont la pêche, comment l'énergie qu'ils ont, s'occuper de leur famille, de leur mari, de la maison, faire face à tout. C'est des piliers, quoi. Et ça, c'est la première difficulté. Deuxièmement, difficulté financement. Il faut trouver des fonds parce que quand même, bien qu'il y a beaucoup de bénévolat, il y a un encadrement quand même professionnel. C'est-à-dire, tous les mois, je paye des jeunes qui encadrent, c'est volontaire, il faut les appeler, il faut organiser des activités, il faut passer du temps, d'accord ? C'est pas... Il faut communiquer. Il faut... Mais ça, l'encadrement, c'est pro. C'est pro. Faut pas être bénévolat. L'encadrement, c'est pro, c'est sérieux. D'accord ? On peut pas laisser ça comme ça. D'accord ? Si je peux... Non, c'est pas si je peux, c'est un métier. D'accord ? Ça, c'est très important. Après, chaque activité, ça coûte de l'argent. Je veux dire qu'on en fait un foot au Five, d'accord ? On loue 3 terrains pour 3 heures, c'est 900 € ou 1000 € de terrain. Puis il faut acheter... Il y a 50 volontaires, 30 enfants, les frères, les sœurs, il y a 150 pizzas, les coca, le transport. C'est une facture à 3000 € à chaque fois. D'accord ? Mais il faut trouver les fonds. Et ça, c'est une difficulté, effectivement. Et la difficulté aujourd'hui, de plus en plus, c'est le recrutement. Il faut communiquer. D'ailleurs, si les gens ils nous regardent, il faut leur dire. Il faut leur dire qu'il faut soutenir Beyachad, bien entendu. Je suis très mauvais pour récolter l'argent. Non, je parle aussi des volontaires. C'est des gens qui ont été convaincus. Il faut contacter Beyachad. Vous avez le courage. Vous êtes volontaire. Vous avez le courage. Vous avez la force en vous.
venez, vous allez. Nous, on dit, pour les garçons, il y a un mot, un yiddish, c'est être un mensch, être un homme. Être un homme, j'aime beaucoup cette expression. C'est quoi être un homme? C'est quoi être un homme? C'est quoi être un mensch? C'est être capable de faire le bien à quelqu'un sans attendre rien en retour. Un homme, c'est celui qui assume. D'accord? Qui assume ce qu'il faut assumer là où il faut l'assumer. D'accord? C'est ça un mensch. C'est un homme qui a une parole. Ça, c'est super important. Un homme, ça a une parole. Il donne sa parole. Et après, le monde, il s'écroule. Lui, il tient sa parole. D'accord? Donc, voilà, un homme, qu'est-ce qu'il a? Il a une parole et il a du courage. Et le courage, c'est nécessaire pour tenir sa parole. C'est tout. Maintenant, si on sait 3 mots, il faut être loyal, courageux, généreux. Maintenant, l'adolescent, tu te sens loyal, courageux, généreux, viens à Beyachad. Beyachad, on fait des mensch. Nous, c'est la mensch factory. C'est ici, tu sors d'ici, tu es un homme bâti pour la vie. Est-ce que vous prenez uniquement des enfants qui sont... Parce que, avant de poser la question, quand on voit la kippa, la barbe, voilà, on voit un Lubavitch, on se dit, bon, peut-être qu'il prend que des enfants qui sont religieux, peut-être qu'il prend que des... Alors, il faut poser la question quand même. Est-ce que ça s'adresse qu'à un public juif, religieux, etc. Non, mais non, si un enfant, c'est un enfant. C'est pas... Non, pas du tout. Surtout pas. Je veux dire, sinon, ça ne voudrait rien dire. On n'est pas... Non, surtout pas. Non, il n'y a pas de considération religieux par religieux. D'un point de vue religieux, après, on va dire qu'est-ce qu'on considère un enfant qui est handicapé, ce qu'il doit faire, les commandements, pas les commandements. Oui, c'est une question, ça aussi. C'est pas un sujet pour nous. Une bar mitzvah, par exemple, les parents doivent vous solliciter aussi pour ces choses-là. Comment ça se passe, un enfant avant, que... Quand nous, il y a 18 ans, on cachait les enfants handicapés. On ne les montrait pas. Aujourd'hui, on fait la bar mitzvah, on fait la bat mitzvah de l'enfant, on fait le mariage. Et aujourd'hui, on fait une bar mitzvah d'un garçon trisomique dans une synagogue. Il y a plus de monde encore, tous les rabbinim y viennent. Tout le monde veut être là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça a changé la mentalité. Peut-être que nous, on a participé un petit peu de cette ouverture. Tout le monde veut être là. On ne va pas exclure l'enfant parce qu'il sait pas bien parler. On sait, il monte à la Torah, il est avec nous. Il est avec nous. Et tout le monde se rend compte aujourd'hui que c'est une richesse de l'avoir. Que ça apporte quelque chose. D'accord? Donc, on nous sollicite en réalité, c'est pas nous qui faisons les barrières. On dit à quelqu'un, on les met en contact et à leur communiquer, on explique aux rabbinim comment il faut faire, mais c'est eux qui font. C'est pas, je veux dire, par exemple, nous, un truc tombé à Khan. Moi, on n'a pas de local. On n'a pas un bâtiment. On ne veut pas être un centre pour les enfants. Comme ça, on met les enfants, une réserve d'enfants handicapés, là, un parking où on les met là. Non, c'est pas du tout ça. Nous, on veut que tout le monde inclue les enfants chez eux. C'est-à-dire que nous, notre local, c'est dans les synagogues, dans les centres communautaires, dans les écoles, dans les maisons. C'est là où ça doit se passer. Pas chez nous. Notre travail, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des centres pour les enfants différents. Je dis que notre travail, c'est que tout le monde soit capable d'inclure l'enfant différent dans sa relation. En fait, si on veut, il y a l'aspect scolaire, il y a les structures qui accompagnent, comme le silence des justes, par exemple. Ouais. Et puis vous gérez tout ce qui est extrascolaire, en fait, ce qui est en dehors de l'école, les amis qu'on a quand on sort le dimanche. La vie courante, essayer de voilà, si tu veux retrouver un job, essayer de trouver, voilà, des petites choses. Par exemple, aujourd'hui, dans les écoles, il y a de plus en plus de classes. Ce sont des classes... Ulysse. CLIS, d'accord? Okay. C'est des classes où on met des enfants différents dans les écoles, d'accord? Okay? Ou généralement dans les jardins d'enfants, dans les canines. Quand il y a quelques enfants, 3 à 4 enfants différents dans une cour de récréation, d'accord? Ça change tout. Quand un enfant, il est au jardin d'enfants, il a 4-5 ans, et que dans sa classe, il y a un enfant trisomique, il y a un enfant de plus, ouais, il parle pas, il s'en fout. Il est un peu, voilà, il n'est pas les yeux pareils, il n'est pas pareil. Mais il joue avec, hein, il fait partie de la classe, hein. D'accord? Il s'appelle David, il s'appelle Jonathan, ou il s'appelle Menachem, il fait partie du truc. Après, quand il évolue, il se rend compte vers 5, 6, 7 ans, ouais, mais il est différent. Qu'est-ce qu'il a exactement? Il demande aux parents, et là, il y a un truc, ok, d'accord, mais bon, il est comme nous. Il est comme différent, mais il est comme nous. Et cet enfant-là, il va grandir, après il va dans l'école, il n'aura pas d'appréhension de voir un enfant handicapé. Il n'aura pas d'appréhension, il sait, ok, d'accord, mais je sais comment, ça fait partie du paysage, quoi. Ça fait partie de ma vie, ouais, non, ouais, d'accord.
Je suis copain avec lui, il est sympa, j'étais sympa avec lui quand il était à l'école, donc c'est tout. Et ça, rien que ça. On prend une classe, on prend un enfant trisomique dans une cour de récréation, ça change 150 élèves qui vont grandir avec une idée différente. De l'inclusion, de la différence, du respect de la différence. Parce qu'après, le gars, il est séfarade, marocain, ashkénaze, religieux, pas religieux. On s'en fout. Une fois que cette différence, on a réussi à passer par-dessus et l'inclure, toutes les autres différences, on s'en fout. Finalement, il n'y a pas de catégorie de juifs, il n'y a pas. C'est marrant que vous me dites ça, parce que quand j'étais petit, j'étais à Betrivka. Ouais. Et là-bas, il y a les classes Neshama. Et puis, dans la cour de récréation, il y avait des enfants handicapés qui jouaient avec nous. Et je me souviens qu'enfant, je regardais, je me rappelle, il y avait un des enfants, il adorait faire le dégagement. Quand on joue au foot, le dégagement, lancer la balle. C'est-à-dire même s'il y avait un goal, quand il y avait un dégagement à faire, on l'appelait, il le faisait et c'était un peu spécial comment il le faisait, mais tout le monde savait, c'est exactement ce que vous venez de dire, tout le monde savait dans ma classe que, ok, il fait un truc un peu différent de nous, ok, ça a l'air un peu bizarre, ok, mais personne se moquait. Personne n'avait l'idée de dire non, on va pas. Au contraire, on lui donnait sa place. C'est ça qui était. Voilà, personne va se moquer, personne va être cruel, un enfant dans la cour qui aurait été cruel avec celui-là, tout le monde lui tombait dessus. Ça se fait pas. C'est pas de ça chez nous. Il est différent. Ouais, ok, d'accord. Et alors, tu vois. Et ça change tout pour tout le monde, hein. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces idées. On arrive à la fin. À chaque fois, je demande à l'invité. On laisse une petite minute à la fin pour dire le mot de la fin. Quel message, si vous deviez le condenser en une minute? Voilà, moi je veux dire un message. Avec les enfants différents, on apprend la différence. À valoriser la différence. Que nous sommes une seule chose, que le respect, la beauté de la différence. On est tous différents, mais on est la même chose, on est tolérants. Comme on parlait tout à l'heure, les gens ils parlent, oui, il y a le camp de ceci, le camp de cela, c'est le camp des religieux, le camp de la paix, le camp de... Il n'y a pas de camp, on est une seule chose, on est tous ensemble dans le même bateau. D'accord, on est tous ensemble. Et quand je dis encore une fois, Mashiach il arrive, on va aller l'accueillir, mais tous ensemble. Am Echad Beyachad. Merci beaucoup, M. Vasquez-Bonfan, pour ce moment.